Du romantisme d'Eugène Delacroix à l'impressionnisme de Claude Monet, du génie de Léonard de Vinci à l'expressionnisme de Vincent van Gogh, parcourez les époques à la rencontre des grands maîtres de la peinture. Redécouvrez leurs chefs-d'œuvre et décryptez pourquoi ils ont révolutionné leurs époques en donnant naissance aux grands courants picturaux tels que surréalisme et impressionnisme. Avec les grands maîtres de la peinture, plongez au cœur de l'histoire de l'art. Léonard de Vinci est un personnage emblématique de la Renaissance. C'est une des personnalités les plus célèbres de cette époque, du XVe et du XVIe siècle. Il a une vision de la nature qu'aucun de ses contemporains n'a, et il est passionné par la création de l'univers, et ça sera sa recherche fondamentale jusqu'à la fin de sa vie. Léonard de Vinci, peintre, architecte, médecin, inventeur en avance sur son époque, a impressionné de tout temps et continue aujourd'hui encore de nous fasciner. C'est un artiste, c'est un peintre, il est surtout connu pour ça, mais c'est un homme universel qui a pratiqué toutes sortes d'activités. Léonard ingénieur, Léonard anatomiste, Léonard astronome, Léonard philosophe. Dès lors qu'il rentre dans un sujet, par exemple la connaissance de la peinture, il va créer un traité de la peinture qui est sans précédent, qui est une rupture entre l'ère médiévale et ce que nous appelons aujourd'hui la Renaissance. Léonard de Vinci accepte l'invitation du roi de France et part s'installer au château de Cloux, appelé aujourd'hui le Clos Lucé. Âgé alors de 64 ans, il commença à bénéficier de l'adulation et du respect de toute la cour pour la première fois de sa vie. Son pilote-seau de croque-mitaine, comme il disait, ce château, est une splendide demeure de briques rouges, avec un toit en ardoise et une vue sur le château d'Amboise. Le Clos Lucé, c'est un lieu de mémoire, un lieu de légitimité, parce que c'est le seul lieu où l'on connaît réellement la présence de Léonard. Léonard a bien sûr travaillé dans ses ateliers à Florence et à Milan, mais aujourd'hui, l'existence de ces ateliers a disparu. Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 à Vinci, en Italie. Enfant illégitime d'un notaire et d'une paysanne, il a été baptisé dans l'église de Santa Croce. À l'âge de 5 ans, il a été enlevé à sa mère pour être confié à sa belle-mère, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a très certainement transféré son affection sur les études et la nature. La particularité de Léonard de Vinci, je pense, dans son éducation, c'est qu'il n'a pas été à l'école. Et donc, toute sa jeunesse durant, dans les collines de Toscane, dans les vignes de Toscane, il a parcouru la campagne et il a observé. Son maître a été la nature. Et la dimension de son éducation a été donc très ouverte. Vers l'âge de 12 ans, il fut envoyé à Florence et placé dans l'atelier du peintre et sculpteur Verrocchio. Là, il a appris à dessiner, peindre, sculpter, chanter et jouer de la musique. Mais c'était aussi un grand sportif. Son père, voyant ses talents de dessinateur, présente ses croquis dans l'atelier le plus célèbre de Florence, chez Verrocchio. Et donc il est alors engagé comme apprenti dans cet atelier polytechnique où il va apprendre la peinture, la sculpture, l'architecture, la fonderie. Et il va effectivement se concentrer plus sur la peinture. Léonard de Vinci était un homme différent, ouvert d'esprit et curieux par nature. Ce dessin à l'encre, dont les ombres sont soulignées à l'aquarelle, montre une montagne et un château dans une large vallée. L'inscription sur la gauche indique « Le jour de Santa Maria de la Neva, 5 août 1473 », ce qui en fait le premier dessin connu daté par Léonard de Vinci.
Toute sa vie, semble-t-il, Léonard écrit de droite à gauche et non de gauche à droite, ce qui pourrait correspondre, selon certains spécialistes, à l'écriture naturelle des gauchers. Ce n'est pas une écriture codée, comme on l'a parfois dit. Les premières traces de cette écriture apparaissent sur les premiers dessins connus de Léonard, alors qu'il est encore jeune adolescent et qu'il n'a rien à cacher. Léonard développe des facultés intellectuelles impressionnantes, de la méthode et une capacité de concentration hors norme. Il étudie beaucoup, il est curieux et vif d'esprit. Il n'oubliera jamais la campagne de Toscane, les tempêtes, les montagnes, les vallées et les rivières. Moi, Léonard, un jour je saurai tout et je maîtriserai tous les arts qui ouvrent les grands secrets de l'univers. Après 2 années d'apprentissage dans l'atelier de Verrocchio, Léonard de Vinci reçoit une requête pour peindre un baptême du Christ. On trouve au niveau du corps du Christ des traces de doigts caractéristiques de la façon de peindre de Léonard de Vinci. L'ange au premier plan de ce baptême du Christ par Verrocchio est la plus ancienne peinture que nous pouvons attribuer à Léonard. Le profil de la tête relevée rappelle l'influence de son maître florentin, mais les jeux d'ombre et de lumière qui éclairent cet ange sera caractéristique des futurs chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. Un de ses biographes, Vasari, dira de lui « Malgré sa grande jeunesse, cet ange s'est avéré être mieux peint que les portraits d'Andrea del Verrocchio. Pour cette raison, humilié d'être dépassé par un simple jeune homme, le maître jure qu'il ne touchera jamais plus à un pinceau. » C'est le premier ouvrage du jeune maître, alors qu'il n'a que 20 ans. Il n'est ni daté ni signé. C'est le produit d'un effort de collaboration dans le studio de Verrocchio. Il n'en reste pas moins une réalisation magistrale et la preuve du talent inné de Léonard de Vinci pour la peinture. Tout dans cette œuvre fait preuve d'une qualité poétique et stylistique. La manipulation des personnages et de leurs attributs, la construction spatiale et les arbres éloignés dans le cours d'eau témoignent de l'amour de l'artiste pour la nature. Une radiographie du tableau a révélé qu'à l'origine, la tête de la Vierge était plus penchée, sa main droite plus courte, et que son petit doigt n'était ni relevé ni plié. Plus, une chaîne à pendentifs ornait son front. Sur le tableau, on relève également que les couleurs ont été appliquées au doigt, caractéristique de la manière de peindre de Léonard. C'est un thème extrêmement traditionnel dans l'art florentin de cette époque. L'ange vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle va bientôt être mère, qu'elle va bientôt porter le Fils de Dieu. La scène se déroule dans un jardin clos, ce qui symbolise la virginité de la Vierge depuis le Moyen-Âge. Toutefois, le jardin n'est plus entouré de murs élevés, mais d'un simple muret bordé de plantations de pins et de cyprès. Le jardin s'ouvre, au niveau de la main de l'ange, sur un paysage fluvial. C'est la première fois qu'un porc est peint dans un tableau représentant l'Annonciation. Il faut sans doute y voir une illustration de la symbolique mariale, où Marie conduit ceux qui sont égarés au port du salut éternel. Le pré fleuri est une allusion à la ville de Nazareth. Ce qui est remarquable, c'est le tapis de fleurs et d'herbes qui se trouve au pied de la Vierge et de l'ange, tapis dans lequel Léonard montre déjà son intérêt pour le monde végétal, montre déjà sa capacité à représenter les fleurs, les brins d'herbe avec une extrême précision. L'ange Gabriel salue la Vierge Marie. Le lys blanc dans sa main gauche est considéré comme un symbole de la pureté de Marie. La Vierge fait face à l'ange. Elle est surprise en train de lire la Bible. Son geste de la main gauche peut être interprété comme un signe de trouble, où elle serait étonnée de la salutation de l'ange. La construction derrière la Vierge avec son intérieur ouvert sur le jardin a pu évoquer la peinture flamande et le porc est peint sur un fond de montagne.
Il réalise un portrait qui est conservé à Washington. C'est le portrait de Ginevra de Benchi, qui est une jeune femme dont les traits sont assez sévères. Elle est assez statique, elle regarde de façon très intense le spectateur. La famille Benchi était une des grandes familles de Florence. Ginevra Benchi avait épousé Luigi di Bernardo Nicolini. C'est une jeune femme qui est peinte devant un buisson de genévrier. Alors ça, c'est une caractéristique de Léonard, de montrer, de donner à voir le nom du modèle, le nom de la jeune femme grâce à un accessoire. Et ici, Ginevra de Benchi est peinte devant un buisson de genévrier. On est encore dans la tradition du portrait statique et réservé. Le modèle n'a ni la vivacité de la Dame à l'hermine, ni le mystère de la Joconde, mais impressionne par sa monumentalité et la précision de ses détails. On peut y déceler deux influences. D'abord celle de son maître, Andrea Verrocchio. Ensuite, celle de la peinture flamande. Les effets de lumière sur les boucles, le modelé du visage travaillé à la main pour accentuer la ressemblance avec l'épiderme, le fini et l'éclat du paysage reflètent cette inspiration. Le tableau nous frappe par la richesse de son chromatisme et offre une atmosphère de couleurs mélodieuses et de lumière magique. Peint entre 1475 et 1478, la Madonna Benoît est l'une des plus fraîches et des plus originales premières œuvres de Léonard de Vinci. C'est une des nombreuses Vierges à l'enfant que Léonard réalise donc au tout début de sa carrière. Il présente l'objet traditionnel comme une scène de genre, dans lequel une jeune mère, habillée et coiffée à la mode de l'époque, joue avec son fils. Léonard introduit une nouvelle innovation. La fleur que porte le Christ est une fleur cruciforme, une fleur dont les pétales forment une croix. Et cela évoque en fait le destin futur du Christ, qui est un destin extrêmement funeste. La chaleur et le charme des sentiments de la mère sont représentés avec une expressivité réaliste. Et la peinture a une sensation de fraîcheur et de spontanéité. L'utilisation d'une nouvelle technique de peinture à l'huile a permis à l'artiste d'atteindre la profondeur et l'intensité de la coloration et de la transparence dans les effets d'ombre et de lumière. Le nom de cette œuvre se réfère à Léon Benoît, son dernier propriétaire avant son intégration dans la collection du musée de l'Ermitage en 1914. Peinte en 1475, cette ressemblance frappante avec une jeune femme, presque adolescente, florentine, et son expression énigmatique est la préfiguration de la Mona Lisa qui sera peinte 30 ans plus tard. En 1477, Léonard de Vinci décide de quitter les studios Verrocchio. L'Adoration des mages est un tableau inachevé qui est exposé à la Galerie des Offices de Florence. Alors ça, c'est vraiment une des caractéristiques de Léonard. C'est un homme dont la curiosité est vraiment insatiable. Il s'intéresse à tout ce qui l'entoure, mais il a un peu du mal à achever ses projets. En 1480, Léonard de Vinci reçoit des moines du couvent de San Donato à Scopeto, de Florence, la commande d'une adoration des mages. C'est sa première commande importante, et tout laisse à croire qu'il l'obtient par l'intermédiaire de son père, qui était leur notaire depuis 1476. En 1482, Léonard quitte Florence pour Milan, le laissant inachevé. La Vierge est adossée au rocher. Elle reçoit un présent d'un des mages, sans doute l'encens, puisque le personnage accroupi derrière elle, identifié comme étant Joseph, tiendrait dans sa main droite une coupe d'offrande contenant l'autre cadeau, l'or. Trois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, se prosternent devant la Vierge et l'enfant Jésus. Deux arbres barrent le centre du tableau et délimitent le passage entre le premier plan et le fond, où deux éléments attirent l'attention, l'escalier et les chevaux. On voit surtout des ruines. Et ces ruines, elles ont été interprétées de la sorte. On considère que c'est en fait l'ancien monde qui s'effondre lors de la naissance de Jésus. Et la foule des gens qui entourent le Christ et la Vierge montre
l'inquiétude, montre l'étonnement que provoque cette naissance et ce nouveau monde. La force d'expression des personnages est remarquable. Léonard met en application ce qu'il projetait d'écrire dans son traité de peinture qui sera publié posthume. Les mains et les bras, dans toutes les opérations, doivent révéler autant que possible l'intention du personnage, car l'esprit frappé ainsi d'une affection recourt à eux pour traduire de ses mains ce qui l'occupe. On a vu le tableau comme une préfiguration des futurs thèmes de Léonard. Les chevaux annonçant la bataille d'Anghiari, la Vierge au rocher, et le personnage levant l'index vers le ciel, le Saint Jean-Baptiste et le Bacchus. En 1482, Léonard de Vinci rencontre son premier mécène, Laurent de Médicis, qui l'engage en tant que sculpteur et paysagiste pour décorer le jardin de Médicis. Il étudie également les sciences et les mathématiques et réalise alors son premier dessin technique. Il quitte Florence pour Milan en 1483. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il quittera Florence pour créer son propre atelier à Milan, où il va s'entourer lui-même de ses propres élèves. Il va offrir ses services à Ludovic Sforza, dit le Mort, Ludovic le Mort, le maître de Milan. Et donc il va s'attacher à la personne de Ludovic Sforza pendant 18 ans. Il se présente comme ingénieur militaire. Voici une lettre qu'il écrivit à Ludovico Sforza, duc de Milan. « Seigneur des plus illustres, ayant jusqu'à présent suffisamment étudié et examiné les expériences faites par tous ceux qui se font appeler maîtres et inventeurs de machines de guerre, et après avoir constaté que leurs machines ne sont en aucune manière différentes de celles qui sont habituellement utilisées, je m'enhardis, sans vouloir offenser qui que ce soit, de m'adresser à votre Excellence pour lui enseigner les secrets de tout ce qui est décrit brièvement ci-dessous et lui offrir une démonstration à sa convenance. Je suis en mesure de construire des ponts solides, très légers et faciles à transporter, afin de poursuivre et, si besoin est, dérouter l'ennemi. Et d'autres, plus solides encore, qui sont résistants au feu et à toute attaque. Simples et faciles à installer et à enlever, et je peux aussi inventer les moyens de brûler et de détruire ceux de l'ennemi. Pour capturer une forteresse, je sais comment drainer l'eau hors des douves et construire toutes sortes de ponts, de béliers, d'échelles d'assaut ainsi que d'autres dispositifs pour ce genre d'entreprise. De même, si un bastion ne peut être détruit par un bombardement en raison de la hauteur de sa position, je suis capable de détruire n'importe quelle citadelle ou autre bastion de ses fondations si elles ne sont pas construites sur la pierre. J'ai également des dispositifs de bombardement pratiques et faciles à transporter qui lancent des grosses pierres, comme des grêlons. Les dégâts importants et la fumée qui s'ensuit provoquent la terreur et sèment la confusion chez l'ennemi. Si, par hasard, la bataille a lieu en mer, j'ai des plans pour construire des appareils adaptés à l'attaque ou à la défense des navires qui sont résistants à la poudre, à la fumée et au feu des plus grands bombardements. Je vais aussi construire une charrette couverte imprenable qui pourra briser les lignes ennemies avec son artillerie. Aucune compagnie ne sera assez puissante pour y résister, donc l'infanterie sera en mesure de les suivre sans armes et sans rencontrer d'obstacles. Modèle d'un tank réalisé d'après les plans de Léonard de Vinci. Un véhicule blindé à 4 roues pouvant être conduit par un homme ou un animal. Manipulable grâce à un système d'axes et de pivots de manivelle. Les trous à la base permettent d'observer les alentours. Ce n'est que lorsque le moteur à combustion a été inventé que ces dispositifs sont devenus possibles. De même, si nécessaire, je ferai des bombes, des mortiers et des canons aux formes très esthétiques et utiles, complètement différents de ceux utilisés habituellement.
Lorsque l'utilisation du canon est impossible, je construirai des catapultes, des balistes et d'autres machines très efficaces, mais peu utilisées. Bref, si nécessaire, je construirai un nombre infini de dispositifs d'attaque et de défense. En temps de paix, je peux être d'une compagnie fort agréable, que ce soit comme architecte pour les bâtiments publics ou privés, ou pour les transports d'eau par canalisation. Le tableau concentre toutes les innovations du portrait inspiré à Léonard de Vinci. La pose de 3/4, le visage tourné vers le spectateur, la grâce du geste de la main. Depuis l'abandon du portrait de profil, les peintres sont devenus particulièrement attentifs au geste des mains. La définition de la forme par la lumière et le sens du mouvement interrompu. Cécilia semble tourner la tête comme si quelqu'un lui parlait. Elle porte une robe somptueuse, préfigurant la mode espagnole. Les mains de la dame à l'hermine, à la fois fermes et élégantes, sont certainement dans le style de Léonard. Léonard estime que les mains dans un portrait sont aussi importantes que le visage, que le vêtement, que la posture. Les mains acquièrent un langage propre. Elles n'ont pas la plénitude et la grâce que l'on trouve généralement dans les mains des jeunes femmes peintes au cours de cette période, mais représentent plutôt les résultats de son exploration anatomique des structures musculaires et osseuses. Sa tête est enveloppée d'un précieux voile transparent. Léonard a pris un soin tout particulier à peindre le collier de perles, ainsi que ses reflets noirs sur la chair rose du modèle. Le décalage entre la richesse des vêtements, le geste ferme et le visage encore juvénile ajoute un charme au tableau. C'est en fait très probablement le portrait de l'une des maîtresses du duc, Cecilia Gallerani, qui est une des maîtresses attitrées de Ludovic Sforza. Et à nouveau, comme dans le portrait de Ginevra de Benchi, Léonard donne à voir le nom de la dame par la présence de l'hermine. Hermine en grec, cela se dit Galée. Or, la jeune femme s'appelle Cecilia Gallerani. Ce portrait a été malheureusement confondu avec un portrait de la maîtresse du roi de France, la soi-disant belle ferronnière. Les traits purs et le regard alerte sont remarquablement rendus. Il arrive à Milan fin 1482, début 1483, engagé par Ludovico Sforza en tant que sculpteur et bronzier. Léonard devait construire un monument en bronze pour commémorer Francesco Sforza, mais il ne l'a jamais terminé car les métaux destinés au moulage ont finalement servi à forger des canons à l'approche de la guerre. Lors de sa présence à Milan, il a fourni au duc un nombre impressionnant de plans détaillés de machines de guerre. Mais il dessinait aussi beaucoup de fleurs et de visages. Dans les notes de Vasari, on peut constater qu'il aimait observer des têtes bizarres et des visages avec des barbes et des cheveux ébouriffés. Il pouvait passer toute une journée à suivre quelqu'un qui avait attiré son attention. Son esprit était si attentif que de retour dans son atelier, il pouvait dessiner ses personnages comme s'ils se tenaient devant lui. Il s'est engagé dans des études géologiques, a conçu un grill, une presse, un chariot automatique, une viole, similaire au violon, des outils comme une perceuse, un ascenseur ou encore une torche de soudage. En 1485, Léonard de Vinci a fait ses premières esquisses pour une machine volante. Le pilote doit activer les ailes en poussant un arbre avec sa main, manœuvrant 2 manivelles et poussant sur une plateforme bipédale de tout son poids. Le résultat est une force motrice de 200 kg. Léonard de Vinci a eu la chance d'observer une éclipse solaire. Il a construit de nombreuses machines et élaboré des plans qui avaient 200 ans d'avance sur leur temps et la technologie contemporaine.
Il réalisa 2 tableaux pendant son séjour à Milan. Dame à l'Hermine et le portrait d'un musicien qui était probablement le maître de chapelle de la cathédrale de Milan et un ami des peintres. Il est représenté tenant une partition musicale. Seul le visage et les cheveux sont finis. Le reste est laissé dans un état de croquis avancé. Avec son traitement vigoureux et ses interprétations psychologiques, c'est l'un des portraits les plus insolites de Léonard de Vinci. L'homme représenté est très certainement Franchini Gaffurio, qui a été maître de chapelle du dôme de Milan. Gaffurio fréquentant la cour du duc de Milan, il connaissait probablement Léonard. L'homme est représenté de 3/4. Il a une feuille en main et son regard se porte sur sa droite, en dehors du champ de vision du spectateur. Par rapport au visage représenté dans les moindres détails, le chapeau rouge, la tunique et les cheveux semblent avoir été peints par quelqu'un d'autre. Les historiens d'art ont reconnu la technique de Léonard dans les détails de son visage. Mais la feuille de partition et la main peuvent avoir été rajoutées à l'œuvre originale. Elle ne semble pas véritablement attachée au corps et elle est assez maladroite. Et donc on se dit, est-ce que Léonard, si il avait réalisé le tableau, il n'aurait pas réalisé une main de cette manière? Vinci a rassemblé toutes ses compétences pour l'étude et le dessin des muscles. La superbe musculature qu'il a réalisée est importante pour déterminer les formes extérieures du corps et l'expression des émotions. Du point de vue psychologique, il a compris les lois générales qui régissent la mécanique du muscle et les relations entre l'articulation et les os. Il était passionné par le corps humain et a étudié la fonction des organes en détail à l'aide de cadavres disséqués. Il les dessinait avec une extrême précision et il a représenté le squelette humain avec perfection. Il a été le premier à présenter les structures internes du corps humain, en particulier celle du crâne, car il était aussi médecin, et c'est lui qui a découvert les fonctions du cœur et la circulation du sang. Léonard de Vinci excellait dans le domaine des arts comme celui des sciences. Il est certainement le premier à développer la science expérimentale. La façon dont il procède dans sa pensée, c'est il part de l'observation, il observe, il expérimente, il comprend, il apprend. Il a pour ambition de découvrir tous les fondamentaux de l'univers. C'est peut-être la raison qui l'ont poussé à aborder tous ces sujets aussi divers. La Vierge au rocher est un tableau de Léonard de Vinci qui existe en 2 versions. La plus ancienne, réalisée entre 1483 et 86, est conservée au musée du Louvre à Paris. La seconde se trouve à la Galerie nationale de Londres. Peinte pour une église de Milan, la Vierge au rocher se distingue par son contenu symbolique complexe. La Vierge au rocher représente un épisode assez souvent représenté dans la peinture italienne de cette époque. C'est la rencontre entre Jésus enfant et son cousin Saint Jean-Baptiste dans une grotte sous la protection d'un ange et de la Vierge Marie. Les figures divines, baignées d'une douce lumière, prennent place pour la première fois dans un paysage animé par de nombreux rochers. Ce milieu naturel est d'une originalité absolue, avec sa fascinante multiplication de sources lumineuses, de reflets et de brouillards lointains. Cette iconographie résolument nouvelle connut un immense succès, comme le prouve le grand nombre de copies contemporaines du tableau. C'est la confrérie de l'Immaculée Conception qui en avait fait la commande à Léonard de Vinci. L'artiste a pris de nombreuses libertés avec le contrat. La composition de la scène et la disposition des personnages peuvent prêter à confusion, car certains détails étaient relativement étranges et dérangeants pour l'Église, comme le fait que la Vierge enveloppe de sa main Jean et non Jésus, ou le geste d'Uriel qui pointe du doigt Jean-Baptiste en regardant le spectateur, ou encore l'absence d'auréole sur Marie, le Christ et Saint Jean-Baptiste.
Le tableau a été au cœur d'une querelle judiciaire qui s'est étalée sur presque 20 ans. En fait, les commanditaires de la Vierge au Rocher, des moines, ne sont pas, semble-t-il, satisfaits du tableau que Léonard de Vinci a réalisé et ils vont exiger du maître une seconde version, une version amendée. En 1506, Léonard, qui a résolu le conflit qui l'opposait depuis 1483 à la confrérie de l'Immaculée Conception, commence à peindre une nouvelle version en modifiant tous ces détails dérangeants. Les 4 personnages forment un triangle au centre de l'œuvre, souligné par un jeu de mains et de directions explicites. La Vierge Marie paraît de son traditionnel habit bleu, tradition médiévale, pousse de sa main droite le jeune Jean-Baptiste à parler à l'enfant Jésus, qu'elle bénit de sa main gauche. L'ange Uriel assiste à la scène et montre Jean-Baptiste du doigt, avec un regard pour le spectateur, comme pour lui suggérer d'entrer dans la scène. Jean-Baptiste est un intermédiaire entre le spectateur et les autres figures du tableau. Au loin, le paysage sombre permet de jouer sur le clair-obscur et de faire nettement ressortir les zones de lumière qui dirigent notre regard. Les visages notamment, mais aussi les mains et les espaces entre les rochers. Ils sont comme un appel de l'horizon qui donne une certaine profondeur à la scène, grâce à la perspective que Léonard a beaucoup étudiée. Ce paysage se situerait sur une montagne près de Florence, où Léonard se serait promené dans son enfance. Il quitte Milan pour Castelvecchio, littéralement le vieux château à Vérone. Un jour, alors qu'il part faire des esquisses dans la campagne, il voit un petit berger. Il décide de l'adopter et l'appelle Sélaï. Léonard a représenté la scène, le dernier repas de Jésus entouré de ses 12 apôtres, le jeudi saint, veille de sa crucifixion. Il suit là une vieille tradition monastique. Depuis le Moyen-Âge, les murs des réfectoires sont illustrés de la scène. Ainsi, durant leur repas, les moines avaient-ils sous les yeux l'image de celui que partagera leur Seigneur pour la dernière fois. Parce que Léonard de Vinci a utilisé des techniques non testées auparavant pour la peinture de cette fresque, elle a dû être restaurée à plusieurs reprises depuis son achèvement en 1498. Léonard a donné une nouvelle interprétation de cette scène en mettant Jésus et les apôtres dans un contexte réaliste. Ils ne sont plus des symboles, mais des êtres de chair et de sang. Bien que respectant scrupuleusement le passage de la Bible qui relate la trahison de Judas, Léonard de Vinci a puisé son inspiration dans les scènes et les visages observés de la vie quotidienne. Ainsi, l'ensemble propose une impression de vivacité intense et de discussions animées. Cette sensation de mouvement est accentuée par la concentration des personnages placés au centre, autour du Christ. Il y a beaucoup de gens autour de cette petite table, et Léonard a peint une grande diversité de gestes et de positions. La dernière scène de Léonard de Vinci est imprégnée de puissante tragédie à cause de la présence de Judas qui se détourne des autres. C'est un personnage sombre, présage du danger mortel qu'il s'apprête à apporter sur les disciples réunis. Léonard a choisi de représenter le moment où le Christ annonce « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera ». L'intensité dramatique de sa composition vient de la variété des réactions à cette terrible prédiction. On a l'impression que ces paroles se diffusent comme une onde jusqu'aux oreilles des apôtres qui sont disposés au bout de la table. La manière dont les mains de Judas se portent à son assiette se réfère à l'indice que Jésus donne. « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » En même temps, les gestes du Messie vont vers le vin et le pain que nous identifions facilement comme le thème original de l'Eucharistie. Pierre, en faisant un mouvement vers l'avant, écarte Judas, poussant son visage dans l'ombre, un dispositif formel pour singulariser le traître. Pierre a un couteau à la main, ce qui pourrait être une préfiguration de l'incident quand Jésus est arrêté. Pierre, en effet, après l'arrestation du Christ, se tranchera l'oreille avec un couteau. La réussite exceptionnelle de la scène de Léonard de Vinci
est due à la capacité de condenser toutes les références dans une seule composition, apparemment simple et naturelle. Il y a un traitement extrêmement rigoureux de la perspective linéaire qui donc donne l'impression que le fond de l'œuvre se trouve plus loin que le proche. L'œuvre a été très savamment construite pour donner vraiment l'impression que le réfectoire du couvent des Dominicains de Milan, où est peint donc l'œuvre, se prolonge dans la fresque. C'est parce qu'il réussit à caractériser chacun des apôtres et qu'il diversifie leurs réactions soudaines que sa dernière scène a un fort impact émotionnel. C'est une œuvre qui a fasciné les Français, à la toute fin même du XVe siècle. On sait qu'au moment des guerres d'Italie, les rois de France vont visiter le réfectoire du couvent dominicain où était peinte la scène, Louis XII et François Ier notamment, et qu'ils ont été vraiment en admiration devant cette œuvre. On raconte même que Louis XII aurait voulu détacher la peinture murale afin de la ramener en France, tellement il était donc admiratif de cette œuvre. Heureusement, ou malheureusement, le roi de France n'a pu détacher la peinture murale. Il l'a laissée aux Milanais, mais il a fait faire des copies, et plusieurs copies extrêmement fidèles ont été réalisées par les élèves même de Léonard. En 1499, les troupes françaises, sous le commandement de Louis XII, occupent Milan. Léonard offre ses services en tant qu'ingénieur à certains commandants français. En mars 1499, il travaille comme ingénieur militaire pour Venise. Il invente une sorte de sous-marin et une tenue de plongée, mais ses plans ne virent jamais que la planche à dessin. En avril, lorsque Ludovic Marie Sforza perd sa couronne et meurt, Léonard hérite d'un vignoble et d'un lopin de terre. « Je me trouve maintenant en possession de 268 ducats, ce 1er avril 1499. » Il avait 47 ans. Léonard de Vinci quitta Milan en 1499, alors que l'armée française pénétrait en Italie. En route pour Venise, il s'arrêta à Mantoue et réalisa, à la demande d'Isabelle d'Este, cette esquisse d'un portrait qui ne fut jamais peint. Ce dessin est extrêmement célèbre, malgré un état de conservation médiocre. Il reste l'une des plus belles interprétations du demi-portrait en buste de l'œuvre de Léonard. C'est également le seul exemple de dessin qu'il a rehaussé de plusieurs pigments colorés. Au printemps 1500, il était de retour à Florence après une absence de 18 ans. Louis XII, roi de France, s'intéresse à Léonard de Vinci et lors de la prise de Milan, il lui demande de rester parce qu'il voulait lui commander une peinture et peut-être un portrait. Mais vu l'insistance de son père, Léonard doit terminer 2 tableaux pour l'hôtel des frères dominicains. C'est sûrement durant cette période qu'il a réalisé le dessin qui devint la célèbre Vierge à l'enfant avec Sainte Anne. Cette peinture doit sa première renommée principalement à l'interprétation psychanalytique de Freud, dans lequel il a utilisé cette œuvre à tort comme une preuve de l'homosexualité présumée de Léonard de Vinci. C'est un chef-d'œuvre du mystique et de la grâce enfantine. Les tendres expressions de la Vierge et de sa mère, Sainte Anne, sont remarquables. L'atmosphère curieusement voilée et le côté sauvage, presque préhistorique du paysage sont impressionnants. Le début de la lente et complexe genèse du tableau remonterait à 1501. Léonard ne cessa ensuite de perfectionner cette composition ambitieuse qu'il laissa inachevée à sa mort en 1519. Le thème est celui de la Sainte Anne trinitaire, où Sainte Anne, la Vierge Marie et l'enfant Jésus sont réunis. D'après la tradition, Sainte Anne meurt avant la naissance de Jésus, et le thème de la réunion des 3 générations est donc plus symbolique. L'agneau symbolise le sacrifice. Les premières esquisses de l'œuvre montrent Sainte Anne tentant de retenir le geste de la Vierge vis-à-vis de son fils. Le tableau terminé montre, au contraire, une attitude de retenue chez Sainte Anne, qui accepte symboliquement le destin de son petit-fils. Un groupe de 4 personnages grandeur nature, formant une pyramide avec une idée de spirale, est une composition géométrique dynamique chère à Léonard. Au centre,
la Vierge assise sur les genoux de Sainte Anne, sa mère. À ses pieds, sur la droite, en bas du groupe, l'enfant Jésus, qui enlace et enjambe un agneau sacré, semble s'échapper des mains de sa mère. Les têtes des 4 personnages sont alignées dans une diagonale tombant vers la droite. Des sfumati différents, qui sont des effets vaporeux qu'a inventé Léonard de Vinci, moulent les visages des 3 personnes. Leurs pieds sont dans l'eau, évoquant peut-être le baptême. Il y a des jeux de regard entre les protagonistes de la scène. Anne regarde Marie, qui regarde Jésus, qui la regarde à son tour, tout comme l'agneau qui le regarde aussi. Si Sainte Anne est assise sur ses jambes, statique, un bras en appui sur la hanche, Marie, elle, adopte une pose plus dynamique, tendue vers Jésus, l'enlaçant dans ses bras. Le décor au premier et au second plan est austère, composé de pierres et d'un arbre. Les éléments fleuris du paysage initial que l'on observe sur les esquisses ont été remplacés par un sol rocailleux, d'où s'écoulent quelques filets d'eau. Plus loin, sur la droite, une arête de pics rocheux et montagneux disparaît progressivement dans un ciel d'azur. La brume grise est un sfumato, technique appréciée de Vinci et qui peut ressembler à un détail inachevé. L'œuvre comporte de très nombreuses couches de glacis et les coups de pinceau sont quasiment invisibles, peut-être fondus à la main, comme l'atteste la présence de traces de doigts. En 1502, Léonard de Vinci est entré au service de César Borgia et il voyage à travers l'Italie centrale, allant de forteresse en forteresse et dessinant tout le temps, que ce soit des bastions, des ponts, des machines de guerre ou de paix, des fleurs, des portraits, des cartes. Léonard commence une peinture murale, la bataille d'Anghiari, pour laquelle il était mis en concurrence avec Michel-Ange, chargé de faire un travail similaire. Les circonstances feront que les œuvres resteront uniquement sur des cartons, sans être achevées. Les calculs astronomiques de Léonard sont impressionnants. Il a étudié la distance du Soleil à la Terre, la taille de la Lune, ainsi que le diamètre de la Terre, 12 500 000 mètres, ce qui était incroyablement proche de la vérité de 12 756 000 mètres. Bien qu'il ait vécu à l'époque d'un modèle géocentrique du système solaire, Léonard a estimé que la Terre était une étoile, soit un corps céleste semblable à la Lune, et qu'elle n'était ni le centre d'orbite du Soleil, ni le centre du cercle de l'univers. Il affirme que la Terre est ronde. Léonard peint la Joconde. Il l'a commencé entre 1503 et 1505. C'est le portrait de l'épouse d'un marchand de soie florentin, Francesco del Giocondo. Cette épouse s'appelle Lisa del Giocondo. Francesco et Lisa del Giocondo sont donc des Florentins du début du XVIe siècle qui ont sans doute commandé à Léonard un portrait pour témoigner de l'ascension sociale des époux. La légende veut que le peintre, toujours vêtu de son long manteau, soulage la monotonie des interminables séances de peinture en embauchant des bouffons et des musiciens. Ainsi, son modèle était distrait tout en restant immobile, et Léonard de Vinci réussissait à représenter ses traits avec une telle finesse dans les détails que le travail du pinceau était invisible à l'œil nu. On a aussi dit que Lisa del Giocondo était peut-être montrée dans un vêtement caractéristique des femmes qui venaient d'accoucher ou bien qui étaient enceintes. Et on sait que Lisa del Giocondo, à l'époque où le tableau fut réalisé, avait en effet donné naissance à un fils. Vasari admirait son réalisme. Oh, ses yeux ont l'éclat que l'on peut observer dans la vie. Ils sont présentés avec des rougeurs et chargés avec des teintes qui doivent être appliquées avec la plus grande délicatesse. Son nez, avec ses jolies narines délicates, est vraiment le nez d'une personne vivante. La bouche, avec ses lèvres rouges et l'écarlate des joues, en fait ne sont pas peintes, mais c'est de la chair vivante. Vous regardez de près la gorge et vous pouvez imaginer le pouls battre.
comme Léonard en a l'habitude, il ne va pas livrer le tableau au commanditaire, il va conserver ce portrait avec lui. Et l'on pense que le paysage a été réalisé des années plus tard, peut-être juste avant le départ pour la France. Et donc, très probablement, la Joconde, telle qu'on la voit aujourd'hui, ne montre pas les traits de Lisa del Giocondo. Le peintre a réalisé finalement un portrait de femme idéal, selon lui, mais non plus un portrait extrêmement réaliste de cette jeune Florentine, épouse d'un marchand de soie. Le plus célèbre tableau de tous les temps est un mystère de l'art qui fascine toujours autant. L'homme de Vitruve est un dessin de 1490. Il est accompagné de notes basées sur le travail de l'architecte Vitruve. Réalisé à la plume, ce dessin représente deux positions superposées d'un homme. Ses bras et ses jambes sont simultanément inscrits dans un cercle et un carré. On trouve l'ensemble du dessin et du texte sous deux appellations différentes, soit des proportions de l'homme ou plus souvent canon des proportions. Le portrait d'un homme à la craie rouge est largement, mais pas universellement, reconnu comme un autoportrait de Léonard de Vinci. On pense que Léonard a dessiné cet autoportrait vers l'âge de 60 ans. Il a été largement reproduit et est devenu une représentation emblématique de Léonard de Vinci comme un grand penseur. Le sujet se distingue par ses longs cheveux et une longue barbe ondulante qui se jette sur ses épaules et sa poitrine, alors que les cheveux longs et la barbe sont généralement rares dans les portraits de la Renaissance. Le visage est marqué par des rides profondes sur le front et des poches sous les yeux. Il semble que l'homme, au nez un peu aquilin, ait perdu ses incisives supérieures, provoquant l'approfondissement des sillons des narines. Il regarde droit devant lui, les yeux voilés par de longs sourcils, avec un sentiment de gravité ou de désillusion. Si c'est effectivement un autoportrait de Léonard, son attitude peut s'expliquer par le fait qu'à cette époque, il était en fin de carrière. Le torse et le visage de Saint Jean-Baptiste se dégagent sur un fond sombre. Tient un fin crucifix en roseau dans la main gauche et tend la main droite vers le ciel. Il est représenté tel qu'il vivait en ermite, vêtu d'une simple peau de bête. Le vernis, en fonçant, a fortement altéré l'image du tableau et il est difficile à présent d'apprécier le détail avec lequel Léonard a travaillé le passage entre les zones claires et les zones sombres. Sur le tableau, son dessin est à peine esquissé, légèrement visible sur les radiographies. Et il s'est attaché à rendre les contours par les seuls effets d'ombre et de lumière. La couche de peinture est très mince, grâce aux glacis superposés, où les pigments sont comme en suspension. Chaque couche, du blanc de la préparation jusqu'au dernier glacis, font vibrer le tableau. Saint Jean-Baptiste est la dernière œuvre majeure connue de la main de Léonard de Vinci. La beauté envoûtante du personnage provient de l'ambiguïté de son identité sexuelle. C'est un tableau qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on y a vu un visage féminin. C'est très probablement en fait un visage de l'androgynie, un visage qui mélange des éléments masculins et des éléments féminins et qui, à la Renaissance, pour certains, sont considérés comme la forme humaine idéale. Le geste mystérieux du bras levé avec le doigt a une signification religieuse, mais également ésotérique. En 1513, Léonard quitte Milan pour Rome, où il travaille pour Julien de Médicis. Vers fin 1515, il part pour Milan. Début 1516, il reçoit de François Ier, le nouveau roi de France, le château Le Clos-Lucé, près d'Amboise, ainsi que la liberté totale de s'engager dans des projets créatifs et dans les recherches de son choix. Le Clos-Lucé est une résidence de plaisance des rois de France. Elle a été construite en 1471. Quelques années après, Charles VIII va en faire l'acquisition et le Clos-Lucé va rejoindre le domaine royal. C'est là que les rois de France vont héberger leurs proches. François Ier et Marguerite d'Angoulême y passeront une partie de leur enfance. Louise de Savoie, régente de France, sera propriétaire du Clos-Lucé en 1519. Mais le plus grand des visiteurs, c'est bien sûr Léonard de Vinci,
qui va y séjourner de l'automne 1516 à sa mort le 2 mai 1519 et où il va travailler à ses 1000 passions. En avril, il quitte Milan, traverse les Alpes et se dirige vers la vallée de la Loire. En plus de ses livres, il apporte avec lui 3 peintures. Saint Jean-Baptiste, la Vierge et l'Enfant avec Sainte Anne et le portrait d'une certaine dame florentine, la célèbre Mona Lisa. Ces travaux doivent être passés en contrebande vers la France, car ils ont été commandés et payés en partie par des mécènes italiens. Il a ajouté des esquisses personnelles sur les tableaux. Léonard de Vinci traverse les Alpes à dos de mule, accompagné par Francesco Melzi, et donc s'installe au Clos Lucé. Il est accueilli par la famille royale à bras ouverts. François Ier lui donne une pension royale de 700 écus d'or et la liberté de travailler. Léonard de Vinci a connu la cour d'Amboise et fut le premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Léonard de Vinci, ici, va travailler aux grandes commissions royales des projets d'architecture comme un palais à Romorantin, un palais qui devait être le centre de la France, mais qui ne verra pas le jour et qui sera supplanté par Chambord, des travaux structurants pour le royaume que lui commande François Ier pour connecter le Val-de-Loire avec le Lyonnais de façon à avoir un accès plus rapide pour l'Italie, pour les échanges des biens et des marchandises, des fêtes royales qu'il va organiser ici pour le roi de France, pour le remercier de ses bienfaits. Il va reconstituer sur le parvis la fête du paradis, où il va reconstituer la nuit dans la nuit, avec tous les astres de la cosmogonie, le soleil, la lune, Saturne, Vénus, et tous ces astres tournent dans la nuit avec des mécanismes extraordinaires de metteurs en scène. À l'âge de 65 ans, il n'arrivait plus à peindre à cause de rhumatisme, mais il dessinait encore des châteaux et faisait des plans pour des canaux. De plus, avec sa main gauche, il continua à travailler sur Sainte Anne, Saint Jean-Baptiste et la Joconde. On pense que Léonard a donné, quelques mois avant de mourir, a donné ces tableaux à l'un de ses élèves, Salaï, sans doute pour le mettre à l'abri de tout besoin. Et ce Salaï, qui semble-t-il avait un caractère assez trempé, aurait immédiatement revendu ce lot de peintures à François Ier, et ce pour une somme absolument exorbitante qui est supérieur au salaire que Léonard de Vinci perçoit pour une année de la part du roi de France. Léonard de Vinci meurt le 2 mai 1519 à l'âge de 67 ans. Sur ses 40 ans de carrière, il ne nous reste malheureusement que quelques œuvres. Léonard de Vinci était un être supérieur, un grand personnage intimidant qui domine le paysage historique, nous surveillant majestueusement. Inventeur, visionnaire, l'âme errante et blessée, à la fois vulnérable et complexe. Sous son masque saturnien sévère, impassible et profondément gravé, brille une lumière spirituelle vivante et coule le sang d'un cœur ardent. Toujours prêt à tout remettre en question, ou comme le phénix, à réduire en cendres ses créations et ses efforts intellectuels pendant des années et tout recommencer plus tard. Pour lui, rien n'a jamais été finalisé. Il était une figure fascinante, avec un physique beau et fort. Son autorité, sa beauté et sa force rayonnaient comme une aura autour de son existence et de son travail. Jeune et alerte, il fut un cavalier fringant, avec une voix merveilleuse. Il aimait chanter et jouer avec un luth qu'il avait fabriqué lui-même. Il avait les cheveux longs, blonds et bouclés, et il était toujours bien habillé. Il ne reste rien de ce Léonard de Vinci de chair et de sang. Seuls quelques récits erronés de biographes, tels que Paolo Giorgio et Giorgio Vasari. En vieillissant, nous le verrons vieux et triste, rempli de mélancolie et d'amertume, souvent en retrait et silencieux, fatigué et sans espoir. Il n'était pas âgé quand il est mort, juste épuisé et incapable de trouver un quelconque intérêt dans le monde et ses passions. Il restera à jamais un des esprits les plus extraordinaires de tous les temps, troublé par l'inquiétude et doutant constamment. Et, à la question, qui était vraiment Léonard de Vinci? Peut-être
trouverons-nous un soupçon de réponse dans ces carnets où il écrit que toutes ces choses qui ont été trouvées sur moi ou non, les 120 livres que j'ai écrits, révéleront que je n'étais gêné ni par l'avarice, ni par négligence, mais seulement par le temps. Adieu. Audio Jungle.